Mon père a crié. Tout ce que tu fais, c'est prendre, tu n'as jamais rien donné à cette famille. Puis il m'a dit de partir si j'avais encore un peu de fierté. Alors je l'ai fait, en silence. Un mois plus tard, ma sœur m'a appelé en pleurant. Pourquoi les paiements pour les frais de scolarité se sont arrêtés? Je lui ai simplement répondu par message. Je croyais que je n'avais jamais rien donné à cette famille. Puis, je les ai vus s'effondrer sans moi. Je m'appelle Eric, j'ai 29 ans, et jusqu'à l'année dernière, je pensais comprendre ce que signifiait la famille. Pas la version de carte de vœux, mais le genre autour duquel on construit sa vie, même si cela veut dire porter plus que ce qu'on devrait. J'ai toujours été le discret, l'enfant responsable, celui qui envoie des fleurs pour les anniversaires et qui comble les manques quand personne ne se rend compte qu'il y a un problème. Mais je n'ai jamais grandi en pensant que je deviendrais la colonne vertébrale d'une famille qui me faisait sans cesse sentir comme si j'étais jetable. Cette partie s'est produite lentement, presque en silence. Comme la pourriture juste sous les lattes du plancher, qu'on ne voit pas jusqu'à ce que tout s'écroule. En grandissant, j'étais l'enfant du milieu. Mon grand frère, Adam, était le garçon en or football américain universitaire, charmant, toujours entouré. Ma petite sœur, Mia, était la princesse dès sa naissance. Et moi, j'étais celui qui obtenait de bonnes notes et à qui on disait qu'il ne réalisait pas son potentiel. En réalité, ça ne me dérangeait pas. Je baissais la tête, j'ai décroché une bourse, déménagé, puis lancé ma petite entreprise d'informatique, qui, par miracle, a décollé après 3 longues années épuisantes à manger du ramen, bosser 16 heures par jour, et être ignoré par tous les investisseurs que je contactais. Ce qui est drôle, c'est que pendant que je luttais, eux étaient silencieux. Mais quand l'argent est arrivé, c'est là que je suis redevenu un membre de la famille. Ça a commencé doucement. Mon père m'a demandé si je pouvais aider à finir de payer la voiture d'Adam, juste jusqu'à sa promotion. Puis est venue l'université privée de Mia, parce que l'aide financière ne couvrait pas assez. Ma mère avait besoin d'aide pour le toit, puis pour le chauffage, puis pour la cuisine qu'elle avait toujours rêvé de rénover. Et voilà que je payais pour 3 maisons, et je recevais encore des textos du genre « Tu peux m'envoyer de l'argent par Venmo pour les courses ?» Au début, ça ne me dérangeait pas. J'étais reconnaissant de pouvoir aider. Je me suis même convaincu que je construisais quelque chose. Un héritage, peut-être. Je pensais qu'un jour, je pourrais me retourner et dire que j'avais rendu la vie meilleure pour les gens que j'aimais. Mais il y avait quelque chose dans leur façon d'agir comme si c'était normal, comme si je ne faisais rien de spécial, qui a commencé à me ronger. Le dernier Thanksgiving a été le point de bascule. J'ai accueilli tout le monde, pas pour me vanter, mais parce que j'avais enfin une maison assez grande pour nous asseoir tous. J'ai engagé un traiteur, tout nettoyé, installé un brasero dans le jardin. Personne n'a proposé d'aider, même pas pour la vaisselle. Adam a porté un toast à mi-repas, parlant de la chance qu'on avait de savoir les uns les autres, de comment la famille était toujours là, sans une seule mention du fait que j'avais tout payé. Mia est venue avec son nouveau copain, sans décoller les yeux de son téléphone. Mon père a passé la soirée à parler de la difficulté de ses jeunes années et de combien c'était facile aujourd'hui pour les gosses. J'ai tout supporté avec un sourire, mais au fond, je m'éloignais déjà. Puis est venue la nuit où tout a craqué. C'était un mardi banal, peut-être 2 mois plus tard. Je venais de terminer une longue réunion, je suis rentré à la maison, et j'ai trouvé un message vocal de mon père. Sa voix était tachée, fatiguée et tranchante comme seuls les pères peuvent l'être. Il disait « Tout ce que tu fais, c'est prendre. Tu n'as jamais rien donné à cette famille qui mérite d'être retenue. Si tu avais un peu de fierté, tu arrêterais d'agir comme si on te devait quelque chose et tu partirais. » Je suis resté figé. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Je l'ai réécouté. Puis, sans un mot, sans crier, sans rappeler, j'ai regardé le message un moment, suis allé à la fenêtre, observé les lumières de la ville que j'aimais autrefois. Quelque chose en moi s'est brisé, doucement, comme une vieille charnière qui cède sous le poids. Cette nuit-là, j'ai fait une valise et je suis parti. Pas d'adieu dramatique, pas d'annonce. J'ai même demandé à mon assistant de suspendre tous les paiements liés aux comptes familiaux. Juste une rupture nette, silencieuse. 3 jours sont passés. Puis une semaine. Silence total. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. Il leur a fallu presque un mois pour réaliser. Mia a été la première. Elle m'a appelé tard un vendredi soir, la voix tremblante. Eric. Salut, je viens d'entrer sur le portail de l'université et mon inscription n'est pas validée ce mois-ci. Il s'est passé quelque chose avec le compte ? Je pouvais entendre la panique qu'elle essayait de cacher, ce ton faux et détaché qu'on utilise quand on ne veut pas avoir l'air désespéré. J'ai répondu avec un simple message. Je croyais que je n'avais jamais rien donné à cette famille. Pas de suite. Pas d'explication. Juste ça. Elle n'a pas répondu. Mais en 1 heure,
j'avais 4 appels manqués de ma mère, 2 d'Adam et un numéro inconnu. Le message vocal de mon père, menaçant d'un ton froid. « Eric, il faut qu'on parle. Quelle que soit cette petite mascarade, ce n'est pas drôle. L'avenir de ta sœur est en jeu. Aucune excuse. Juste des exigences. Toujours ce même ton, tu nous dois. » Ce week-end-là, j'ai pris l'avion pour Denver. Je n'y étais jamais allé. Mais j'avais besoin d'un endroit assez loin pour me sentir libéré de leur orbite. Je suis resté dans un petit Airbnb avec vue sur les montagnes. J'ai dormi mieux que depuis des années. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas consulté mes mails. Je n'ai ouvert aucun message. J'ai laissé le monde tourner sans moi. Et chez eux, c'est là que tout a commencé à s'effondrer. L'université de Mia a envoyé un avis de suspension pour non-paiement. La voiture d'Adam, toujours pas remboursée, a été saisie. Le paiement hypothécaire de mes parents a été rejeté. Et ainsi, toute la base qu'ils avaient construite sur mon silence s'est fissurée de toutes parts. Ils ont commencé à contacter des membres éloignés de la famille, racontant leur version de l'histoire, disant que je les avais abandonnés sans prévenir, que j'avais fui mes responsabilités. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas réécrire une histoire quand trop de gens connaissent déjà la vérité. Et certains de mes cousins la connaissaient. Ils avaient vu le schéma se répéter depuis des années. J'ai reçu un message de l'une d'elles, Emma, la nièce de ma mère. Elle m'a dit « J'ai toujours admiré ta patience, mais je suis contente que tu aies enfin arrêté d'être leur filet de sécurité. » Ce message m'a touché plus que je ne l'aurais cru, car la vérité, c'est que je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais la paix. Mais une fois qu'on leur retire ce qu'ils utilisaient pour te contrôler, une fois qu'ils réalisent qu'ils ont plus besoin de toi que toi d'eux, c'est là que tout s'écroule. J'ai passé une semaine à Denver, sans rien faire de spécial. Je marchais jusqu'à une petite cafétéria près de l'Airbnb chaque matin. J'écrivais un peu dans mon journal, puis je flânais dans le centre-ville juste pour me rappeler ce que c'est le silence. Un vrai silence, sans téléphone qui vibre, sans obligation, sans personne qui demande « Tu peux encore me rendre un petit service ?» Au début, c'était étrange, ce calme, comme si je devais désapprendre l'habitude d'anticiper les déceptions des autres. La deuxième semaine, j'ai loué une voiture et j'ai conduit jusqu'à Boulder. J'ai fait une randonnée, seul. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais pu à cause des urgences familiales. Un climatiseur cassé, une carte de crédit bloquée. Je me suis souvenu de ce jour où Mia m'a appelé depuis un complexe à Cancun, me disant qu'elle avait perdu son portefeuille et qu'elle avait besoin d'argent en urgence. Ce souvenir m'est revenu pendant que je me tenais au bord d'un sentier, sur une falaise, avec toute la vallée en contrebas. Et j'ai ri. Vraiment ri. Mon rire a résonné contre les rochers. 3 semaines ont passé avant que ma mère ne rompe le silence autrement que par des messages vocaux passifs-agressifs. Elle m'a envoyé un email. Objet. Il faut que tu rentres à la maison. Pas de salut. Juste un long bloc de texte qui commençait par « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé ». Passait à « Ton père est furieux ». Puis à « On a tant fait pour toi ». Et se terminait par « La famille n'abandonne pas la famille ». Je suis resté longtemps à le lire. La famille n'abandonne pas la famille. Sauf que, ils l'ont fait. Chaque fois qu'ils m'ont fait sentir comme une carte bancaire avec un cœur qui bat. Chaque anniversaire oublié. Chaque fois qu'ils ont pris de l'argent sans dire merci. Chaque fête où je restais en retrait pendant qu'Adam faisait ses discours et que Mia recevait des montagnes de cadeaux. Ils n'ont pas appelé ça de l'abandon. Ils appelaient ça une tradition. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré l'email à mon avocat, Daniel, qui m'avait aidé à créer un fonds il y a des années. Je lui ai demandé de transférer les fonds éducatifs restants vers une bourse pour étudiants de première génération. Ceux qui avaient vraiment besoin d'aide. Ceux qui ne riraient pas dans mon dos en vidant mon compte. Je lui ai aussi demandé de vérifier à quel nom était la maison du lac, celle que mes parents utilisaient chaque été, payée intégralement par mois, sous la fausse promesse d'un investissement familial commun. Il s'avère que mon nom figurait toujours sur l'acte. Alors, j'ai pris une décision. Ce dimanche matin, j'ai réservé un vol pour rentrer. Pas pour me réconcilier. Pas par culpabilité. Mais pour récupérer des preuves. Je n'ai dit à personne que je revenais. J'ai atterri vers midi, loué une voiture, et j'ai conduit directement à la maison, celle que j'avais aidé à rénover quand mon père menaçait de la vendre à cause de dégâts des eaux. Elle avait l'air identique, familière, mais fausse. Comme un décor de cinéma construit pour ressembler à un foyer. Quand je suis arrivé dans l'allée, j'ai vu le vieux pick-up d'Adam garé dehors. Je me suis dit qu'il vivait là de nouveau, après la saisie. Je n'ai pas frappé. Je suis entré avec la clé de secours que ma mère avait oublié que j'avais. Dès que je suis entré dans le salon, j'ai entendu des voix. Il fait son cinéma,
disait Adam. Il reviendra en rampant quand ça lui passera. Puis la voix de Mia, plus basse. Je comprends pas pourquoi il fait ça. C'est pas tant d'argent pour lui, non? Mon père a marmonné quelque chose d'incompréhensible, puis il a dit haut et fort. Eric a toujours été le plus faible. Il se cache derrière son ordinateur, comme si l'argent faisait de lui quelqu'un. Je suis resté là, debout dans le couloir, invisible. Il me déchirait comme si je n'étais pas celui qui avait payé pour que les lumières soient allumées. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai même pas ressenti de colère. Juste une confirmation, il ne m'avait jamais vu. Pas vraiment. Je suis reparti en silence et j'ai conduit jusqu'à la maison du lac. Je suis entré par la porte principale. J'ai regardé la cuisine ouverte, le mur de photos familiales aucune de moi. Et j'ai commencé à prendre des photos pour l'annonce immobilière. Le soir même, Daniel avait tout ce dont il avait besoin pour lancer la vente. C'était un samedi. Le lundi, j'ai envoyé un dernier message dans le groupe familial. Vous avez dit que je n'avais jamais rien donné à cette famille, alors je vous donne enfin ce que vous avez toujours semblé vouloir, de la distance. Plus de frais de scolarité. Plus de paiement de voiture. Plus de réparation de toit. Vendez vos souvenirs vous-même. Je m'en vais. Puis j'ai quitté le groupe de discussion. Je les ai tous bloqués. Je pensais que ce serait la fin. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'était à quel point leur dépendance envers moi était profonde. Et à quelle vitesse tout s'effondrerait une fois que chaque lien serait coupé. En une semaine, Mia risquait l'expulsion. Adam a été viré après avoir manqué trop de jours pour essayer de tout arranger. Quant à mes parents, disons que leur banque a appelé à propos d'une hypothèque qu'ils ne pouvaient plus rembourser. Et moi, j'étais déjà en route pour l'aéroport, direction Tokyo. En première classe. Sans culpabilité. Sans chaîne. Mais le meilleur dans tout ça, c'est ce qui s'est passé la prochaine fois qu'ils ont tenté de revenir vers moi en rampant. J'étais quelque part au-dessus du Pacifique quand mon téléphone a enfin rattrapé tous les appels manqués. Des dizaines. Des messages vocaux de numéros inconnus. Des amis de Mia peut-être, ou quelqu'un chargé de « raisonner », le vilain fils. Des textos de mon père, qui semblaient commencer comme des menaces mais finissaient en phrases incomplètes et désespérées. On ne l'a pas dit comme ça. Tu restes notre fils. J'ai ri. Je n'ai écouté aucun message vocal. Je n'ai ouvert aucune pièce jointe. Je me suis contenté de regarder les notifications s'empiler comme une présentation silencieuse de panique. C'est drôle. Les gens qui disent que tu n'as jamais rien donné se souviennent soudainement de tout ce que tu as donné, une fois que c'est fini. Tokyo était exactement ce qu'il me fallait. Propre. Tranquille. Anonyme. Je déambulais entre les temples et les arcades illuminées. Je laissais mon esprit respirer comme je ne savais même pas qu'il en avait besoin. Sans culpabilité pesant sur mes épaules. Sans urgence surprise. Pour la première fois de ma vie, j'étais simplement moi. Pas le plan B de quelqu'un. Pas le réparateur de la famille. 2 semaines après mon voyage, j'ai finalement débloqué une seule personne, Emma, ma cousine. Elle m'avait envoyé un seul message durant tout le chaos. Pas de supplication. Pas de drame. Juste. Quand tu seras prêt à parler, je suis là. Pas pour te convaincre, juste pour t'écouter. Je l'ai retrouvée après mon retour. On s'est assis dans un café près de chez elle. Elle avait son ordinateur portable. Je veux te montrer quelque chose, a-t-elle dit en le glissant vers moi. C'était un post Reddit de toutes les choses, publié par Mia sous un faux compte. Elle demandait de l'aide financière pour continuer ses études après une urgence familiale inattendue. Elle racontait une histoire où j'étais le méchant instable, disant que j'avais abandonné la famille sans raison, en pleine crise. Les gens faisaient des dons. Des inconnus. Emma me regardait, les lèvres serrées. Elle a déjà récolté presque $6 000. Je me suis dit que tu devais le savoir. Je suis resté à fixer l'écran, une boule au ventre. Ce n'était pas de la colère. C'était de la tristesse. Encore une fois, la même histoire, remodelée pour faire d'elle la victime. Mais cette fois, elle le faisait en public. Elle monétisait la sympathie des étrangers comme une arme. Et le pire, c'est qu'elle ne voyait toujours pas ce qu'elle faisait. Ce soir-là, je n'ai rien posté de rageur. Je ne l'ai pas dénoncé directement. J'ai fait quelque chose de plus calme. J'ai pris des captures d'écran de chaque paiement que j'avais effectué pour ses études. Transfert bancaire, reçu de frais de scolarité, même les fonds pour les livres du premier semestre. J'ai mis tout ça dans un album privé sur un gur. Sans nom. Sans légende dramatique. Juste les dates, les montants en dollars et les preuves de paiement. Puis j'ai posté un commentaire anonyme sous son post.
Avant de faire un don, demandez-lui ce qu'elle a fait des 90 000 $ restants. Certaines personnes oublient qu'il les a aidés, jusqu'à ce que l'aide s'arrête. Ce n'est pas devenu viral. Ce n'était pas nécessaire. Mais en 24 heures, son post a été supprimé par les modérateurs pour activité suspecte. Et les commentaires ont changé. C'était la première vraie conséquence qu'ils ont connue. La deuxième est arrivée une semaine plus tard, quand j'ai reçu une lettre recommandée à mon bureau. C'était de mon père. Pas écrite à la main, mais dactylographiée, comme un document juridique. Ça commençait par « Nous demandons officiellement une réunion pour discuter de la rupture de notre dynamique familiale. » J'ai failli m'étouffer de rire. Comme s'ils organisaient une réunion de conseil d'administration pour réparer ce qu'ils avaient cassé. Mais caché dans le jargon juridique, il y avait la vraie raison de leur message. Ils voulaient une part des bénéfices de la vente de la Maison du Lac. Apparemment, ils croyaient qu'ils avaient une équité émotionnelle dans la propriété. J'ai transmis la lettre à Daniel sans dire un mot. Il l'a lue, a souri et dit « Tu veux que je leur rappelle que l'équité émotionnelle ne tient pas en justice ?» J'ai acquiescé. Et on a fait encore mieux. On leur a envoyé une copie de l'accord original, celui que mon père avait signé il y a des années, quand j'avais accepté de payer cette maison. Il y était écrit noir sur blanc. Je reconnais que cette maison est achetée par et reste la propriété de Eric, nom de famille. Je renonce à toute réclamation future. Il l'avait oublié. Ou espérait que je l'avais oublié. Cette lettre les a fait taire très vite. Mais le silence n'a pas duré. Pas quand la rumeur a couru que je vendais aussi la maison principale. Tu vois, pendant que j'étais à Tokyo, Daniel et moi avions travaillé en silence sur un autre projet. Il s'avère qu'il y a des années, j'avais prêté une grosse somme à mes parents pour les aider à suivre leur prêt hypothécaire. C'était un accord verbal. Ils ne m'avaient jamais remboursé. Daniel a retrouvé chaque virement, compilé toutes les preuves, et nous avons posé un privilège légal sur la maison. Il me devait désormais plus de 80 000 $, ce qui me donnait le droit légal de forcer la vente de la propriété. Emma m'a appelé ce soir-là. Eric, il panique. Ta mère a appelé la mienne en pleurant. Ton père menace de tout balancer sur les réseaux sociaux. J'ai soupiré. Qu'il le fasse. J'ai les reçus. On va voir qui gagne la guerre des relations publiques. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je ne faisais plus ça pour la vengeance. Je le faisais pour fermer la boucle. Parce que ce qu'ils n'avaient jamais compris, c'est que je leur avais tout donné. Mon temps, mes économies, ma loyauté. Et ils avaient pris ça pour de la faiblesse. Ils pensaient que j'étais un robinet qu'on pouvait ouvrir quand ils avaient soif. Maintenant, ils apprenaient enfin ce que c'était que d'avoir soif. Et pourtant, le moment le plus satisfaisant n'était pas encore arrivé. Parce que le jour où la maison principale a été mise aux enchères, je suis revenu une dernière fois. Je me suis garé de l'autre côté de la rue ce matin-là. L'air avait cette fraîcheur mordante d'un début d'automne dans notre quartier. Je suis resté un moment dans la voiture, à regarder la maison où j'avais grandi. Ce lieu chargé d'histoire, de joie, d'amertume. Maintenant, il portait un petit panneau blanc planté dans la pelouse. Avis de saisie, vente aux enchères aujourd'hui, n'entrez pas. Je suis sorti, les mains dans les poches, et j'ai lentement marché vers la maison. La porte était déjà ouverte. Daniel était à l'intérieur, parlant avec la représentante de la vente, une femme d'âge moyen avec un clipoard et une expression stricte. Elle m'a vu et m'a dit doucement. « Tu n'as pas besoin d'être là pour ça. Je veux être là. » Et je le voulais. Pas pour me venger. Pas pour le spectacle. Mais parce que ce moment méritait un témoin. Quelqu'un pour l'observer, le ressentir, et s'assurer qu'il ne soit pas englouti comme tout le reste que j'avais dû avaler. Je me suis promené lentement dans le salon. Comme si j'essayais d'absorber une dernière fois ce qui restait. L'éraflure sur le parquet, causée par une balle de baseball qu'Adam avait lancée. La tache décolorée sur la moquette, là où Mia avait renversé du vernis à ongles et m'avait accusé. Le mur où mes parents accrochaient nos bulletins et dessins, jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'afficher les miens. En silence. C'était étrange à quel point je ne laissais aucune trace visible ici. Comme si j'avais été un fantôme dans ma propre famille. Je suis entré dans la cuisine. Là, l'émotion m'a rattrapé. Je me suis souvenu des soirs où j'aidais maman à préparer les dîners de fête. À faire la vaisselle pendant qu'elle ignorait les cris de mon père dans l'autre pièce. À rire avec Emma à propos des gâteaux brûlés et des dindes mal cuites. Et maintenant, ce n'était plus qu'une cuisine vide. Un cube de mur et d'efforts oubliés. Il restait une seule photo sur le comptoir. Toute la famille. Pris 2 Noëls plus tôt. À mes frais. Je me suis souvenu avoir payé le photographe, les tenues assorties qu'il voulait absolument.
Et comment ils m'avaient recadré sur la version qu'ils avaient publiée en ligne. J'ai pris la photo, les regardé longuement. Puis je l'ai posée face contre la table. À midi, les voitures ont commencé à arriver. Quelques enchérisseurs sérieux. Des voisins curieux. Et finalement, ma famille. Dans le vieux Chevy de papa. Tassé comme pour un voyage scolaire tordu. Mia est sortie la première. Le visage gonflé, les yeux rouges derrière de grosses lunettes de soleil. Adam est sorti ensuite, fronçant les sourcils, venu jouer les exécuteurs. Puis mes parents. Maman semblait épuisée. 10 ans plus vieille que la dernière fois. Papa, lui, marchait encore comme s'il possédait le sol. Il m'a vu immédiatement. « Eric » a-t-il crié d'une voix glaciale. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Je ne bougeais pas. Il s'est approché à grands pas, Adam sur ses talons comme une ombre. « Tu fais vraiment ça » dit mon père. « Tu vas humilier ta propre famille. » Pourquoi ? Pour une petite pique ? Je l'ai regardé dans les yeux. Pour la première fois depuis des années. « Ce n'est pas une pique » ai-je répondu calmement. « C'est un schéma. Et il s'arrête aujourd'hui. » Il a commencé. Espèce d'ingrat. J'ai levé une main. Non. Ne le fais pas. Mia s'est approchée aussi, la voix brisée. Je vais perdre ma bourse à cause de ça. J'ai déjà dû abandonner 2 cours. Pourquoi tu nous fais ça ? Je me suis tourné vers elle. J'ai payé tes 3 premières années. Chaque facture. Chaque manuel. Tu ne m'as jamais dit merci. Tu as laissé croire que j'étais le problème. Tu n'as rien dit quand tu as publié sur Internet que j'étais instable. J'ai sorti mon téléphone. Tu as menti à des inconnus pour de l'argent. Et maintenant tu veux de la sympathie ? Son visage s'est crispé. Maman a finalement parlé, d'une voix faible. Eric, les familles ne se font pas ça entre elles. Non, ai-je dit. Les familles ne prennent pas tout non plus. Vous avez pris tout mon temps, mon argent, ma confiance. Et quand j'ai cessé de donner, vous m'avez traité d'égoïste. La voix du commissaire-priseur a retenti. Nous commencerons la vente dans 5 minutes. Papa a regardé autour, soudain moins sûr de lui. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'aurais même pas eu cette maison sans nous. Tu as raison, ai-je répondu. C'est pourquoi je vais la reprendre. Ils sont restés plantés là, dans l'allée. Sans défense. Pour la première fois depuis des années. Et moi, je suis reparti. La maison s'est vendue en 1 heure à un couple de retraités qui voulaient être proches de leurs petits-enfants. Ils ont payé comptant. J'ai signé les papiers. Remis les clés à Daniel. Et je ne me suis jamais retourné. 3 semaines plus tard, le camion de déménagement est arrivé. Mes parents ont essayé de s'y opposer. Ils ont affirmé qu'ils avaient des droits. Mais l'ordonnance du tribunal était claire. Ils avaient 30 jours pour partir. Aucune exception. Ils n'ont même pas tout emballé. Ils ont simplement pris ce qu'ils pouvaient porter et ont laissé le reste en tas. Des années de désordre. Des cartons de vieux trophées, des appareils électroménagers cassés, des souvenirs oubliés. L'un des déménageurs a trouvé un journal intime à moi, fourré dans un carton marqué « Poubelle ». C'était mon journal du lycée. Je l'ai feuilleté. Chaque page était remplie d'objectifs. Entrer à l'université. Lancer une entreprise. Acheter une maison. Prendre soin de ma famille. C'est fou comme aucun de ces rêves ne s'est réalisé comme je l'avais imaginé. J'ai donné les meubles. Jeté le reste. Emma m'a aidé à finaliser la succession. Elle a été la seule à rester neutre tout du long. La seule en qui j'avais confiance. Quand tout a été fini, elle m'a pris dans ses bras pendant longtemps. Elle m'a murmuré à l'oreille. Tu as fait ce qu'il fallait. Même si tu ne le ressens pas encore. Et elle avait raison. Ça ne faisait pas du bien. Pas au sens traditionnel. Il n'y a pas eu de victoire éclatante. Pas de confrontation finale avec des applaudissements lents. Juste du silence. Un silence aigu et profond. Qui a fini par faire place à la paix. J'ai déménagé peu après. J'ai acheté un loft dans une autre ville. Plus petit. Plus simple. Mais à moi. Sans facture cachée. Sans culpabilité. Les appels ont fini par cesser. Les emails se sont taris. Et, avec le temps, même l'amertume a disparu. Je ne les détestais plus. Je me suis simplement déconnecté. Comme si j'avais enfin coupé le dernier fil d'une corde effilochée qui m'avait tiré vers le fond pendant des années. Un soir, je me suis assis sur mon balcon, un thé à la main, regardant les lumières scintiller dans l'immeuble en face. Je me suis souvenu de ce dernier repas de Thanksgiving. Du toast d'Adam. De la façon dont tout le monde souriait, comme dans une pub.
inconscient que le ciment qui les maintenait unis était en train de se fissurer. Et là, j'ai compris quelque chose. Ils n'avaient jamais vraiment été une famille. C'était un système. Un système qui ne fonctionnait que tant que je restais silencieux, que je restais utile, que je restais petit. Et maintenant, ils devaient apprendre à tenir debout sans moi. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un message de Mia. Un email. Elle disait: Je n'attends pas de réponse. Je voulais juste te dire que maintenant je comprends. Et je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e. Et je l'ai archivé. Pas par rancune. Mais parce que je n'avais plus besoin de fermeture. Je l'avais trouvé en moi-même. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant.